Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Regardez derrière moi le bâtiment, c'est le bâtiment qui abrite la Chambre d'agriculture de la Lozère et se joue aujourd'hui de grandes décisions. Et il y a aussi une manifestation qui est organisée à l'initiative de la coordination rurale. Et justement aujourd'hui, la coordination rurale et la Confédération paysanne ont rebaptisé le bâtiment puisqu'ils ont implanté leur drapeau sur le fronton. On vous en parle dans ce JT. Un JT aussi, on fera un tour du côté de Bourg-sur-Colagne. Nous parlerons aussi de petits oignons, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Et nous ferons un tour aussi du côté de la CCI Lozère qui a présenté sa soirée de l'économie en partenariat avec la Banque de France. Soirée de l'économie 2025, bilan et perspectives pour les années à venir. Voilà, avant de regarder ces reportages, bien entendu, je vous invite à commenter, à liker et à partager l'édition de ce JT. C'est parti pour vos reportages. Ce mercredi 12 mars se tenait la deuxième session des élus de la Chambre d'agriculture de Lozère après les élections de janvier 2025. Une session qui a drainé devant la Chambre une mobilisation d'agriculteurs mécontents du résultat de l'élection du bureau que la FDSEA et les JA ont conservé, et ce malgré leur défaite dans le collège numéro 1. Une compagnie de CRS et une quinzaine d'effectifs de la police nationale se sont déployés autour de la Chambre tôt en ce mercredi matin pour s'assurer que la journée se déroule dans le calme. Les manifestants réclament la démission des élus FDSEA-JA du bureau et de la présidence de la Chambre. Une délégation coordination rurale a dans l'après-midi été reçue par le préfet Gilles Quénervé. Ils ont profité de l'occasion pour souligner que le blocage des instances agricoles dessert l'économie agricole sur le long terme. Le préfet a promis de faire part de ses demandes à qui de droit. Et moi, je suis ravie de voir une cinquantaine de personnes qui, malgré le temps, sont venues. Et puis, voilà, c'était un moment convivial où chacun a pu s'exprimer, où on a pu mettre en valeur les associations féministes qui œuvrent tout au long de l'année, parce que le 8 mars, c'est un éclairage à un moment donné, mais c'est toute l'année en fait que le travail se mène. Et puis, du coup, ça nous a permis de parler de la Cévennes, des châtaigneraies. Voilà, donc moi, je suis ravie. C'est une superbe matinée. À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Sophie Pantel, députée de Lozère, a souhaité rendre un hommage appuyé à Yvonne Géligain en organisant une commémoration au lieu dit Tron en Cévennes. En présence notamment de Charlotte Simon, déléguée départementale aux droits des femmes, de la présidente du CIDFF Christine Chapelle et des élus locaux. Tout le mois de mars, en Lozère, de nombreux événements sont prévus pour parler de l'égalité homme-femme et de la myriade d'autres problématiques s'y rattachant. Écoutez, c'est la journée du 8 mars 2025, journée des droits des femmes, et c'était important de pouvoir mettre en valeur et en lumière, en tout cas, un parcours d'une femme exceptionnelle qui a été une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Yvonne et Léon Géligain, agriculteurs, ont durant la Seconde Guerre mondiale permis de sauver des étudiants polonais et deux frères médecins, Willy et Lionel Lévy, en les cachant dans leur ferme au nez et à la barbe des Allemands. Aidés aussi en cela par les énormes châtaigniers multicentenaires de la ferme, aux troncs creux dans lesquels ils ont pu cacher des enfants ponctuellement. Et l'histoire est très peu connue, mais il y en a beaucoup en Lozère en fait de ces histoires peu connues. Et donc quand j'étais présidente, j'avais demandé une exposition sur les femmes lozériennes qui avaient des parcours remarquables. Et on n'avait pas pu tout mettre en valeur, donc il reste encore, on a plein d'idées pour les années suivantes. Léon et Yvonne étaient particulièrement actifs dans la résistance. Ils vinrent en aide bénévolement aux réfugiés de multiples façons. Une histoire méconnue que la députée de Lozère a souhaité mettre en lumière à l'occasion du 8 mars. Yvonne et Léon Gain ont été déclarés justes parmi les nations le 23 décembre 1987 par le mémorial Yad Vashem. Selon des enquêtes orales anciennes, les Gain ont accueilli un temps Léon Mauvais, une figure du syndicalisme communiste, évadé de la prison de Châteaubriand, et Mathilde Torignia, la jeune veuve du militant Gabriel Péry, sortie, elle, du camp de femmes de Rieucros près de Mende. Ils hébergèrent plus longuement les frères Julliard, deux juifs venus de Bruxelles et dont la famille est disséminée pour plus de sécurité dans d'autres maisons amies de la Haute-Vallée Longue. Leur ferme a aussi été un lieu important de ravitaillement, de repos et d'information. Rien n'est encore définitif concernant la carte scolaire pour la rentrée 2025. Le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée a été présenté ce mardi 11 mars en conseil départemental de l'éducation nationale. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental. Le projet a été rejeté par le conseil
alors que divers ajustements ont été intégrés au projet initial à la suite du dialogue et des échanges conduits par Madame Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Montpellier, et David Raymond d'Azen de la Lozère, avec l'ensemble des élus et des représentants des personnels. L'enjeu concerne la fermeture de 11 classes dans notre département. 6 pour l'école de Malbouzon, le sort de la fermeture définitive semble scellé. Rien n'est encore acté concernant la dizaine de classes concernées par la carte de la rentrée prochaine. Monsieur le préfet, le DAZEN de la Lozère montre une attention particulière aux attentes exprimées, nous relate Patricia Brémond, vice-présidente du département de la Lozère, en charge de l'éducation. Le DAZEN et le rectorat vont donc plancher à nouveau pour une refonte de la carte scolaire, et ce bien que la proposition initiale ait été fortement édulcorée pour revenir à 7 classes concernées. Pour les syndicats et les élus, le compte n'y est pas, la copie est à revoir. Afin de maintenir la pression, une grande manifestation intersyndicale de soutien s'est déroulée le 5 mars dernier à Mende. Le cortège est parti de la place Urbain 5 en direction de l'inspection académique de la Lozère afin de faire entendre leurs revendications. Entre regroupement pédagogique intercommunal, ouverture et fermeture de classe, une délicate et juste mesure doit être proposée. La carte scolaire va donc être retravaillée. Le rectorat a souligné que le département bénéficie d'un engagement fort de l'éducation nationale qui se traduit par un encadrement favorable de 14 élèves par classe en moyenne, bien meilleur que la moyenne nationale des écoles rurales. Le taux d'encadrement devrait atteindre 10,71 enseignants pour 100 élèves, un niveau presque 2 fois supérieur à celui des autres départements de l'académie. La rectrice a demandé au DAZEN de procéder à des ajustements sur certains points du projet initial. Ainsi, le projet de carte scolaire présenté en CDEN a permis de revoir certaines situations afin de maintenir les classes de Saint-Michel-de-Lèze pour accompagner notamment la mise en place d'un regroupement pédagogique intercommunal qui permettra de sécuriser l'offre scolaire et ce malgré une baisse continue des effectifs. De conserver les classes du Pont de Montvert, de préserver les classes à Saint-Flour-de-Mercoire en tenant compte des enjeux territoriaux liés à la présence de professionnels de santé et pour laisser davantage de temps aux communes concernées de s'engager sur un projet de RPI. Enfin, de maintenir les classes de l'école maternelle de Saint-Chély-d'Apcher au regard des récentes évolutions démographiques. Le DAZEN réexaminera la situation des écoles de Bar-de-Cévennes et de Saint-Amand au regard de l'évolution des effectifs et d'un éventuel projet de regroupement d'écoles. Parallèlement, le département de la Lozère bénéficiera de 5 ouvertures de classes à Vialas, Villefort, Nasbinal, Béduès, Caucurès et à la Bastide, puis Laurent, ainsi que la création d'un poste d'enseignant en unité pédagogique pour les élèves allophones arrivant sur les secteurs de Marvejols et de Saint-Chély. Lors du CDEN du 11 mars, le quorum requis ayant été atteint, et après délibération, c'est donc avec une majorité de 19 voix contre le projet que ce dernier a été rejeté en l'état. Une réflexion collective est donc menée et structurée au sein de l'Observatoire des dynamiques rurales. Il est placé sous la présidence du préfet et du DAZEN. C'est un cadre essentiel où l'éducation nationale participe pleinement aux problématiques d'aménagement du territoire et aux besoins spécifiques des territoires ruraux. Pour la rectrice, son action vise à assurer un équilibre entre maintien du maillage scolaire et adaptation des ressources dans un souci permanent d'accompagner l'attractivité du département et la qualité de vie de ses habitants, mais également de soutenir la ruralité et répondre aux besoins nouveaux qui exigent de penser collectivement. État et collectivité, une école rurale de qualité, d'ouvrir des classes là où c'est nécessaire, de veiller à un maillage territorial adapté et d'accompagner les élèves à besoins particuliers, a réaffirmé la rectrice Sophie Béjean. Une nouvelle proposition devrait être présentée prochainement par le rectorat et l'inspection académique. Alors aux petits oignons, c'est parce que l'expression aux petits oignons, c'était pour justifier, pour montrer vraiment notre intérêt de pouvoir faire des repas de qualité. On a conçu un outil qui est assez important, assez imposant. L'idée, c'était de ne pas perdre de vue, de réaliser et de préparer des produits de type familial. Et donc, l'expression aux petits oignons nous paraissait appropriée. La cantine marvejolaise, qui a ouvert ses portes au début de l'année, fait déjà le plein. Aux petits oignons offre une cuisine simple, préparée à partir de produits locaux au maximum. C'était en tout cas le cahier des charges que se sont imposés ces 3 fondateurs,
Pierre Gibelin, Benoît Castarède et Sébastien Gerbal. L'historique, il est simple. On est 3 anciens salariés du Clos du Nid. On travaillait juste en face, donc c'était pas loin. On avait toujours un peu d'idée de faire quelque chose ensemble, et puis là, ça s'est concrétisé dans un projet qui est dans notre secteur dans notre cœur de métier, on va dire, donc dans la restauration. Voilà, le projet a duré 1 an de travaux, études, ainsi de suite, pour voir le jour en janvier. Aux Petits Oignons se décline en plusieurs activités, dont la cantine où les clients sont accueillis sous forme de self, avec un menu et ses variantes pour que chacun y trouve son compte du lundi au vendredi, les midis. Alors on est ravis du démarrage, l'activité bat son plein, les gens sont très satisfaits quand ils repartent, le bouche à oreille fonctionne bien. On fait environ 140 couverts de moyenne du lundi donc au vendredi, les midis. Avec une clientèle qui va de l'ouvrier à l'administratif, à des familles, à des aînés, donc c'est vraiment très hétéroclite. Des repas pensés par Pierre Gibelin, Benoît Castarède et Sébastien Gerbal à des tarifs raisonnables pour que tout un chacun puisse se faire plaisir. Notre projet, on n'est pas des philanthropes, on est d'accord, mais il est avant tout social, c'est-à-dire qu'on a attaché toujours beaucoup d'importance sur toutes les actions qu'on menait. Parce que dès le départ, tous les 3, on a bien compris qu'on allait faire à manger à nos familles, quoi, à nos aînés. Dans les cantines, ça sera nos enfants ou les enfants de nos voisins. À la cafétéria, c'est nos voisins qui travaillent et qui viennent manger. Et tout ça, pour nous, a toujours impliqué beaucoup de bon sens et un volet social qui, moi, m'épanouit tous les midis quand je vois comme à midi plein de gens différents qui mangent et qui me disent je suis content, Benoît, depuis qu'on n'avait pas vu un tel, on l'a vu là, et là j'ai vu un tel. Et ça, socialement, pour Marvejols, ça me fait beaucoup plaisir. En plus de cette partie déjà prenante, les 3 fondateurs ont aussi souhaité lancer du portage de repas à domicile à destination des aînés du département. Une seconde activité qui devrait être lancée dès le mois de mai, alors qu'un partenariat avec Présence Rurale 48 vient d'être signé. On a rencontré l'association Présence Rurale 48 récemment pour évoquer un partenariat, une convention, on va dire, entre eux et nous, pour que nous, Petits Oignons, on puisse fabriquer les repas de nos aînés et qu'eux s'occupent de leur cœur de métier à eux, qui est le service, donc de distribuer ces repas, les facturer et de gérer toute la partie administrative qui en découle. Pour animer leur cafétéria et attirer les gourmands, Aux Petits Oignons compte bien proposer différentes animations tout au long de l'année. La première a eu lieu dimanche 2 mars avec à l'affiche une tête de veau cuisinée par l'équipe le jour même et servie dès 8h du matin pour tous les gastronomes. Près de 300 personnes étaient attendues sur la matinée avec un service jusqu'à 14h. On a voulu faire tête de veau le premier vendredi de l'ouverture et qui a eu un succès fou, il en est manqué et tout le monde nous a dit d'en refaire. Les clients nous demandaient de savoir quand est-ce qu'on allait mettre une date à ça, et donc on l'a calé. Alors mon rôle de référence, c'est de répondre à toutes les sollicitations de Monsieur le maire et de ses adjoints. Tout ce qui concerne en fait la sécurité de la commune, peut-être des innovations, de la communication, et également tout ce qui est en scolaire, tout ce qui parle du scolaire, tout ce qui parle beaucoup de choses, de la police route, ainsi de suite. On échange beaucoup. Et ce qui nous permet de régler certains problèmes du territoire. Voilà. Le 12 mars, à Bourg-sur-Colagne a eu lieu la signature d'un contrat de sécurité locale. Dans le cadre du programme Petite ville de demain, la commune de Bourg-sur-Colagne, la gendarmerie et la préfecture de la Lozère ont signé le contrat de sécurité locale. Il a pour vocation de créer un environnement sûr et propice au développement local, tout en renforçant les liens sociaux et la coopération entre les différents acteurs locaux. Et la démarche, c'est que ça contractualise l'engagement que l'on a mutuellement entre les services de l'État, la gendarmerie et la collectivité. On a besoin d'être au plus près des élus, au plus près de nos concitoyens. Et donc cet événement nous permet à la fois de marquer cet engagement de l'État au travers de l'action de la gendarmerie qui agit sur tout le territoire lozérien, mais aussi nous, État, de venir, je suis ici avec la secrétaire générale, pour montrer notre accompagnement auprès des élus, auprès du maire, et puis surtout voir les projets de la commune. Je crois que c'est important parce qu'on est sur un territoire qui bouge énormément. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire que cette proximité prenne corps et qu'en fait, au-delà du dossier, on soit vraiment sur une découverte de la commune en déambulant et en voyant toutes les réalisations.
À Petite Ville de demain, c'est l'État qui a lancé ça, ça fait 5 ans maintenant. Ce sont des villes qui avaient besoin d'un accompagnement et d'un développement et qui étaient quand même structurées sur tout le territoire du département. Donc on a eu des accompagnements privilégiés et notamment un agent qui s'est occupé de tout le développement du territoire, qui travaillait avec la communauté de communes, puisque ça a été porté par la communauté de communes avec les 2 villes, Marvejols et Bourg-sur-Cologne. On a un chef de projet, Petite Ville demain, et c'est de l'ingénierie, et souvent dans nos territoires, c'est un peu cette ingénierie qui est coûteuse et qui nous manque. Alors pour nous, c'est important de signer ces conventions parce que ça formalise, ça rend plus concret l'engagement qu'on a bien sûr, et comme vous le dites, déjà auprès de toutes les communes, j'allais dire, du département. Mais voilà, c'est renforcer et formaliser, pouvoir inscrire dans le marbre l'action que l'on mène en partenariat avec ces communes, nous avec toute l'offre de sécurité, de prévention, de sécurité routière qu'on peut leur apporter, et eux également tout le soutien qu'ils peuvent nous apporter. C'est typiquement, vous voyez, Bourg-sur-Cologne, équipé de caméras de vidéoprotection, de protection pour nous aider à potentiellement résoudre des enquêtes, à empêcher certains faits. Donc pour nous, c'est important d'avoir ces échanges avec ces communes et de pouvoir le formaliser. Donc on est toujours particulièrement ravis. En tout cas, je suis très contente d'être là aujourd'hui et pouvoir signer cette convention avec la mairie de Bourg-sur-Cologne. Et actuellement, on a 14 contrats qui sont signés en Lozère sur 5 PCI. Donc c'est quelque chose qui prend. Ça nous permet de marquer cet engagement entre la commune et la gendarmerie. Mais on sait que la gendarmerie est présente sur tout le territoire 24 heures sur 24, comme la police sur Mende, comme les pompiers, comme tous les services de secours et de sécurité. Mais ça formalise vraiment cet engagement et ça permet surtout de travailler sur un projet qui est concerté, qui est ambitieux et qui prend en compte les spécificités de la commune. Le contrat s'articule autour de 6 domaines d'action: le contact, la prévention, les partenariats, la redevabilité, la protection et l'intervention. Chacun de ces volets représente un aspect fondamental de la stratégie commune entre la collectivité et l'État pour renforcer la sécurité dans nos villages. Là, ça nous permet d'avoir, comme je vous le disais, de le formaliser. Donc on se rencontre, on fait un bilan des actions menées, on prévoit les actions futures et on peut parler de différentes problématiques et à plusieurs comment les résoudre, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'on peut apporter et ce qu'eux peuvent nous apporter également. Donc ils sont là, on a un référent par commune. Ce qui permet, quand on a des questions au quotidien, et il y en a des questions au quotidien, que ce soit la sécurité, que ce soit tout ce que les problématiques de petit vandalisme, les problématiques de trafic. Alors chez nous, c'était très petit, mais on en a toujours quelques-uns. Et aussi un contact au niveau sécurité routière, où c'est important, puisqu'on est une ville qui est quand même une commune qui est traversée par la départementale. Et donc ça assure tout ce côté-là et le côté prévention qui est important pour nous. Et c'est vraiment ce levier-là, cet axe-là que nous, on développe. Et je remercie les services de l'État, la gendarmerie, de cet accompagnement. On peut anticiper des choses, comme là, par exemple, je vais recevoir un jeune adolescent qui pose un peu de problème. Voilà, des choses comme ça, discuter, prévenir. Et puis faire comprendre qu'il faut changer de comportement pour certains. Voilà. Donc c'est toute cette sensibilisation, et quand la parole elle vient des fois du gendarme, elle est un peu plus écoutée que quand elle vient du maire, même si on a le même discours. Exactement. Pour nous, le but premier, c'est de préserver cette sécurité en Lozère, de faire en sorte que ce département garde la qualité de vie et la qualité de sécurité qu'il a aujourd'hui. Vous souvenez-vous de la série des années 80, Dallas, ton univers impitoyable? Eh bien non, nous ne sommes pas dans le Texas, mais bien dans les gorges du Tarn, en Lozère. Décidément, à la Malaine, c'est compliqué. Il y a quelques mois à peine, un collectif de citoyens malainais avait été débouté par monsieur le préfet dans leur requête demandant la dissolution du conseil municipal en vue de la destitution de madame le maire, qui manifestement est en désaccord avec une frange du village. Philippe Castanet, alors préfet, avait tranché: ce sont les urnes qui parleront en 2026. En attendant, le village est sous surveillance de l'État côté finances publiques. Alors que la saison touristique se profile, avec le charme certain de ce village synonyme de sérénité et de bien-être pour les touristes, en coulisses, les années se suivent et les relations entre les Malainais restent délicates, voire se dégradent fortement. Entre reproches des uns et intérêts des autres, un nouveau chapitre a conduit les protagonistes devant le tribunal de Mende pour une affaire concernant des élus et le secteur privé, en l'occurrence la société Le Manoir de Montesquiou. En effet, depuis la reprise par les nouveaux propriétaires, plus d'1 million d'euros auront été investis pour la refonte totale de l'établissement,
Parmi les demandes formulées par l'entreprise, des travaux qui incomberaient également à la commune de La Malaine. Sans l'exécution de ces derniers, la sécurité structurelle, la poursuite de la rénovation et le développement de l'établissement seraient compromis. Alors, après des tentatives infructueuses pour des solutions rationnelles et uniquement dans l'intérêt général, je cite, les associés de la société du manoir de Montesquiou ont décidé de porter l'affaire devant la justice, non sans avoir au préalable constitué une citation directe étayée de 40 pages. La suite s'est déroulée le 6 mars dernier au tribunal correctionnel de Mende, où les 7 élus de l'opposition du conseil municipal de La Malaine ont donc été assignés en citation directe à comparaître, avec pour motif notamment la prise illégale d'intérêt. Ambiance compliquée dans le village, vous imaginez bien, entre crise de nerfs et supposée pression. En soutien, un collectif pour la démocratie dans la commune s'est constitué pour soutenir, je cite, les valeurs démocratiques, la solidarité et le soutien mutuel entre élus et habitants, confrontés à des pressions, menaces ou plaintes pour avoir exprimé leurs inquiétudes sur les dérives actuelles au sein de la commune. Et le collectif malainé d'ajouter « Leur engagement est sans faille. Nous savons qu'ils ont toujours agi avec intégrité et honnêteté, guidés par un seul objectif, le bien commun. » Fin de citation. Enfin, une pétition de soutien aura réuni 112 signatures de citoyens, tous inscrits sur les listes électorales de La Malaine, sur les 145 électeurs que compte le village. Le tribunal a jugé la demande recevable et a fixé la prochaine audience au 3 juillet. Une consignation de 2 000 € a été constituée. Le manoir de Montesquiou est plus connu sous le nom du château de La Malaine. C'est un haut lieu historique du village. Les actuels propriétaires ambitionnent d'obtenir une 4e étoile pour ce site remarquable et de faire classer le bâtiment auprès des monuments historiques. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards passés, nous atteignons le sommet de ce que la Lozère n'a jamais su faire. Donc ça fait une évolution de 3,35% sur une année. Dans une année qu'on annonçait, rappelez-vous, lors des vœux, j'étais optimiste, il paraît, de tous les dangers, eh bien, les entreprises de Lozère ont réussi à franchir le cap. Le jeudi 6 mars, la Banque de France et la CCI Lozère ont présenté la grande soirée de l'économie 2025 devant un auditoire de 90 décideurs lozériens. Et alors que la situation internationale est incertaine et que la France affiche un abyssal déficit budgétaire, les deux institutions que sont la CCI Lozère et la Banque de France ont publié les chiffres encourageants de l'économie en Occitanie et particulièrement en Lozère. Les données macroéconomiques, enquête de conjecture régionale et portrait socio-économique du département de la Lozère étaient présentés à tour de rôle par Thierry Julier et Mathieu Rissouan de la CCI, mais également par Xavier Aubry, directeur départemental de la Lozère pour la Banque de France, et Nicolas Boisson, son directeur adjoint. Ces derniers auront présenté le bilan 2024 et les perspectives 2025 des entreprises en région. Et contre toute attente, notre département affiche d'honorables résultats dans tous les secteurs, l'industrie, le commerce, les services et dont le BTP qui retrouve des couleurs. Le commerce est le pourvoyeur numéro 1 d'emploi et de chiffre d'affaires. Il est suivi par l'industrie. L'industrie fait 490 millions, donc c'est quand même, je crois que c'est un 15% de l'activité. C'est le deuxième secteur d'emploi, d'emploi et de chiffre d'affaires. Le commerce, c'est 34%, donc c'est quand même le premier. Et bon, c'est dans le vert, donc plutôt une bonne nouvelle, hein, puisqu'on s'attendait quand même à une baisse. Moi, j'avais vu des chiffres au premier trimestre qui étaient à moins 0,86. Et pourtant, après, il y a eu la dissolution, il y a eu tous ces phénomènes de guerre, la peur, tout ça. On aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu ce côté anxiogène porté par une actualité internationale compliquée ou nationale politique également. Mais voilà, on a bien tenu. La Lozère bénéficie d'un terrain économique effectivement plutôt très solide, d'accord, avec des entreprises très résilientes. On voit que nous, par exemple, sur la cotation de nos entreprises à la Banque de France, on a un taux de cotation très élevé en Lozère qui est nettement supérieur effectivement au taux qu'on voit en Occitanie. Donc on est sur des entreprises effectivement beaucoup plus résilientes, beaucoup plus stables en termes de fonds propres, moins endettées, qui, je dirais, résistent mieux à la crise. D'accord ? Grâce à ça, eh ben, en fait, aujourd'hui, on est plutôt effectivement sur une tendance à la baisse, d'accord, du nombre de défaillances d'entreprises. D'accord ?
Sur 2024, on était sur une moyenne annuelle effectivement à 32 défaillances d'entreprise, ce qui est plutôt effectivement assez bien. Un an auparavant, on était plutôt à 42. Donc une bonne résistance de l'économie de Lozère. Alors bien sûr, je prends toujours des précautions. C'est le fait que dans le commerce, il y a tout le commerce. Il y a le grand commerce de B2B, il y a le commerce de détail, il y a le commerce de gros, il y a le commerce qui est lié au bâtiment. Je sais qu'il y a des perdants, mais quand on dit commerce, je parle du paquebot Lozère, mais je suis attentif toujours à ce qui se passe jusqu'au petit commerce de 50 mètres carrés qui lui est plus en souffrance que le reste. Mais pour autant, il faut retenir le positif. 2025 se doit être décisif pour le réveil de l'Union européenne. En effet, l'on constate parmi les points positifs la poursuite de la baisse des taux courts en Europe et une confirmation du recul du taux d'inflation qui tend vers la cible de 2% en zone euro, mais qui est inférieur à 2% en France. Déjà, il y a un objectif qui est atteint, c'est 5 000. C'est le nombre de ressortissants de la Chambre de commerce. On l'a atteint au mois d'octobre, on est désormais à 5 184. Là aussi, un chiffre jamais atteint. Donc ça veut dire qu'il y a l'envie d'entreprendre dans ce département. Et au passage, on fait une création ou une reprise qui est de qualité, puisque pour l'essentiel, 60%, nous la faisons en personne morale. Donc on n'est pas des touristes, on va dire, de l'économie où on arrive et on repart. Il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas ces trucs un petit peu éphémères. Nous, c'est de la vraie créa. C'est de la vraie et le solde, parce qu'il faut compter aussi les radiations, le solde est encore plus favorable qu'en 2023, parce que notre nombre de radiations, il a baissé. Bon, l'envie d'entreprendre est là, il y a de la durée. Je vous le dis, c'est un territoire bonheur pour un président de chambre de commerce à accompagner, et tout le monde ne peut pas s'enorgueillir de ces chiffres-là. Pour l'heure, 2025 se veut être une année de transition avec une croissance molle. Je cite, « La reprise est attendue en 2026-2027. Cela passera nécessairement par une remontée de l'investissement et une consommation plus soutenue, espérons-le. » Mais cela, c'était avant les annonces du président de la République, et ce dans un contexte d'incertitude internationale particulièrement tendu. Une conjoncture qui de ce fait conduit à un taux d'épargne élevé en France et record en Lozère. En effet, les entreprises et les ménages ont tendance à garnir leur bas de laine en prévision d'un futur incertain. La Lozère ne dérogeant pas à ce constat qui limite les investissements et freine de ce fait la consommation. La France atteint aujourd'hui un taux d'épargne d'à peu près plus 18%. Ce sont des taux effectivement qu'on avait atteints pendant le Covid, pendant l'arrêt brutal effectivement de la consommation. Mais le Lozérien épargne, effectivement, on est à plus 2,4% effectivement de taux d'épargne en 2024 pour la Lozère. Et c'est le taux d'épargne le plus important, effectivement, des départements d'Occitanie, oui. Les chiffres d'activité sont en hausse en Lozère de 3,3% en 2024, soit 1 point au-dessus de l'inflation, avec une démographie qui se maintient dans le département grâce à l'excédent migratoire, alors que l'accroissement naturel est fortement défavorable. Avec un taux de chômage inférieur de 3 points en moyenne, notre département aura enregistré 520 créations d'entreprises l'an passé au RCS de la CCI, pour 203 radiations, soit un solde positif de plus de 317 entreprises. On note une nette amélioration concernant les défaillances d'entreprises qui sont en net recul pour la période étudiée. Il faut toutefois rester vigilant. Autre point à signaler, la forte augmentation des ventes en ligne qui affiche une progression de plus 9,6% tirée par le secteur des services. Alors que le secteur du CHR, le café, hôtellerie et restauration, affiche quant à lui un déficit de près de 3,6% sur la saison concernée. C'est une déception relative. Oui, on aurait préféré être dans le vert, mais on voit que le nombre de nuitées, le nombre d'hébergements, lui, il a augmenté fortement. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas eu l'apport supplémentaire qu'a apporté l'été, notre chiffre de 3,35 serait un moins 5 ou un moins 6. Mais ça veut dire que nous devons travailler, sur la partie tourisme, l'attractivité, mais là on est plutôt bon. Il faut aussi reconquérir le client du quotidien. Celui qui est présent au mois de mars, celui qui est là au mois de novembre, il faut qu'il revienne en restauration, il faut qu'il revienne dans les cafés, et il faut aussi que dans l'hébergement, on puisse arriver à convaincre que l'hôtellerie traditionnelle, c'est quand même une hôtellerie, c'est quand même un secteur à privilégier parce que c'est eux qui souffrent le plus. Concurrence Airbnb, on se la fait la concurrence soi-même dans le département.
Donc voilà, tout un tas de choses sur lesquelles il faudra avoir une attention particulière. Il y a l'AG de l'UMIH lundi, j'aurai l'occasion d'aller les soutenir, ils en ont besoin. Et le département le moins peuplé de France a des points positifs. L'économie lozérienne s'appuie notamment sur un panel d'entreprises de taille moyenne représentant de nombreux secteurs d'activité, ce qui rend notre département moins sensible aux fluctuations économiques à l'échelle nationale. Cette situation permet donc de préserver l'économie lozérienne en cas de crise. On est à l'abri d'un cataclysme parce qu'il y aurait un séisme dans un secteur précis. Il n'y a pas une domination comme Airbus domine Toulouse, comme le vin domine l'Hérault. Chez nous, c'est vachement équilibré. Donc c'est quand même assez réconfortant de savoir que si un secteur se casse la gueule, il y en a d'autres pour le récupérer. La Lozère est à l'abri de catastrophes de ce côté-là. Enfin, parmi les points à dynamiser, les gains de pouvoir d'achat et une baisse prévue du taux d'épargne qui devrait permettre de relancer la consommation des ménages. C'est le moteur principal de la croissance. La grosse progression du PIB en France a été faite par le commerce extérieur en 2024. D'accord ? Et pour rappel aussi, la consommation des ménages, c'est 45% du PIB. Donc si on veut redonner, si vous voulez, du dynamisme au PIB français, il faut relancer la consommation, il faut relancer effectivement l'investissement aux entreprises. Avec les investissements de l'État dans le département et les chiffres de l'activité économique, le président de la CCI Lozère a un objectif ambitieux de 3 milliards à court terme. En effet, la Lozère dispose d'une balance commerciale structurellement excédentaire, portée par des exportations industrielles. À noter que l'Italie est le principal partenaire économique de notre département, tant en import qu'en export. Ce qui veut dire que le jour où on va se lâcher, et on aura besoin de se lâcher un jour, on aura besoin de remplacer le canapé, d'acheter le meuble, de remplacer ou de faire le portail, de faire le petit muret, d'acheter XY, l'argent sera là. Donc il faut avoir confiance dans l'avenir et véhiculer ça, parce que la confiance, c'est le pilier de deux choses. C'est le pilier de la consommation et c'est le pilier de l'investissement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition de votre JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 27 mars ailleurs en Lozère. Vous pouvez contacter la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. Passez une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.